rentrer dans le vif du sujet. Ah non, j'ai peut-être, d'accord. Donc un sommaire un peu rapide. Donc cette présentation va être très, démonstration, hein. Il y aura peu de contenu théorique parce que déjà le logiciel est un peu abstrait. Donc j'essaie, voilà, on va rapidement, rentrer dans le dur, se mettre dans la peau notamment d'un développeur, d'ingénieur DevOps. Donc je vais vous montrer, voilà, un petit peu, des IDE, des fichiers de code, et cetera, pour vous rendre un petit peu les choses plus tangibles, plus palpables. Donc, qui dit Kubernetes dit forcément conteneur. Conteneur, un passage obligé maintenant dans l'industrie informatique. Donc, je vais vous rappeler quand même ce que sont les conteneurs. Donc, comment avec le produit le plus connu, c'est Docker. Donc, c'est pratique pour lancer un conteneur. Quand on commence à avoir 2, 3, 4 conteneurs, généralement, ça devient un peu fastidieux. Du coup, on va regarder la solution Docker Compose, qui est assez populaire. Et quand une entreprise vient à gérer des centaines, des milliers de conteneurs, il faut partir sur une solution plus robuste. Et la solution qui fait foi maintenant, c'est Kubernetes. Voilà, donc retenez que Kubernetes, ça sert à synchroniser, orchestrer, comme on dit en anglais, orchestrate, des conteneurs. Donc sur Kubernetes, rapidement quelques principes, une vue d'architecture et d'autres choses selon le temps qui me reste, et surtout beaucoup de démonstrations et une session de questions à la fin. N'hésitez pas cependant à poser vos questions, peut-être par écrit pour éviter d'interrompre la présentation, mais voilà, on répondra à vos questions, mais n'hésitez pas à interagir pendant la présentation. Voilà. En avant-propos, je tiens à préciser que voilà, donc j'ai quand même adressé à un public plutôt de développeurs. Donc voilà, donc peut-être certains vont être un peu perdus, je m'en excuse. Je pourrais adapter ma présentation plus tard pour cet autre public. Donc n'hésitez pas à participer, échanger. Je peux faire des erreurs. Je ne suis pas un expert Kubernetes. Donc voilà, donc j'ai un certain prisme. Et je vais faire rapidement un petit tour de table. Qui c'est qui a déjà de l'expérience avec Kubernetes rapidement, là, que je puisse un petit peu sonder l'auditoire? Ouais, je suis pas assez expert, mais j'ai quelques notions théoriques. Oui, moi aussi. Je joue un petit peu avec. Je joue un petit peu avec chez moi. OK. Donc on diffusera, hein, cette présentation sur les réseaux sociaux. Il y aura le support, le PDF, la vidéo, enfin, et cetera. Ne vous inquiétez pas. D'autres remarques, le code que j'ai présenté n'est pas forcément ultra sécurisé. Donc ne le prenez pas tel quel et ne le mettez pas en production. C'est juste des codes d'exemple. Notez également que je vais vous présenter un environnement de travail Linux, mais ça fonctionne également sur d'autres types d'environnements comme Windows ou macOS. Juste que voilà, Windows, c'est un peu plus fastidieux, je ne vous le cache pas. Le monde Linux et conteneurs est assez étroitement lié. Mais ça peut tout à fait fonctionner sur Windows, sans problème. Allez, on commence donc par les conteneurs. Donc les conteneurs, donc c'est une solution, un logiciel open source qui se base sur le principe de virtualisation légère. Donc la virtualisation, c'est un concept qui a une centaine d'années en informatique, voire plus. Le principe, c'est un peu compliqué à définir, mais je dirais que c'est de faire tourner dans un super ordinateur d'autres ordinateurs à l'intérieur. Donc en fait, voilà, c'est une grosse machine puissante qui est capable de faire tourner à l'intérieur virtuellement plusieurs autres ordinateurs. Donc ça peut être des OS différents ou pas. Enfin voilà, c'est un peu grossier comme définition, mais c'est comme ça que j'expliquerai en quelques mots. Et en fait, la vraie rupture de Docker, c'est que c'est léger. Donc c'est-à-dire que ces machines virtuelles, donc qui démarrent en quelques secondes et sont très légères en taille. Voilà, alors que traditionnellement, la virtualisation, c'est quelque chose d'un peu lourd en termes de temps de démarrage et de taille. Donc le concept de conteneur, ça a existé depuis pareil une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, mais c'est vraiment la société Docker qui a vraiment rendu la chose accessible, notamment aux développeurs. Voilà, donc ça c'est en 2014. Voilà, donc ça a moins de 10 ans. Et l'écosystème est c'est en plein rebondissement. Il y a toujours des nouveaux projets qui émergent
toutes les semaines. Donc voilà, donc c'est vraiment une technologie de plus en plus mature et adoptée par toutes les entreprises maintenant. L'intérêt de Docker, c'est que c'est à la fois utilisé par les développeurs, donc pour concevoir leur application, et également en production, donc utilisé par les clients en production. Est-ce qu'on ne se ferait pas une petite démonstration, messieurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. De Docker ou de Kubernetes? Parce que De du coup Docker, on va là, commencer sur ah Docker. Docker, ok, d'accord. Alors certains On, sont peut-être on va déployer quoi familiers. comme machine, du coup? Donc, alors, j'ai quelques. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle un IDE, donc un environnement de travail de développeur. Donc là, il y a plein de fichiers, vous voyez. Donc ça, c'est pas intéressant. Donc, en fait, j'ai créé une petite application toute bête. Donc, vous voyez, il y a des fichiers Python. Donc, j'ai créé une application Python. Et en fait, je peux là, effectivement la démarrer en local, etc. Donc, il faut que j'installe Python, il faut que j'installe des dépendances. Donc, voilà, ça dépend des choses, etc. L'avantage de Docker, c'est que c'est une boîte qui contient tout ce qu'il faut pour la lancer. Et notamment, Docker s'appuie sur le principe de Dockerfile. Donc, c'est un peu un fichier de définition de l'application. Et voilà, c'est une syntaxe un peu particulière que je vous présente sous les yeux. Donc, il y a une image de base. En fait, il va récupérer sur Internet une image Python en version 3.11.2. Derrière, on retrouve une commande Linux pour ajouter un user et créer des répertoires, enfin des choses assez classiques dans le monde du développement, des variables d'environnement. Je copie mes fichiers Python qui se situent à gauche. J'installe des librairies, des frameworks, pareil, assez classique dans le monde Python. J'ai un user Python, j'expose le port 8000 et je démarre mon application Python. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très lisible. Et donc ça constitue ce qu'on appelle un Dockerfile. Donc, je peux le construire, donc cette application. Donc, ça va créer en fait un fichier, si vous voulez, d'environ 300 mégas. Et derrière, je peux le lancer. Donc, à l'aide des instructions, voilà, donc je les ai marquées là. Donc, Docker build. Donc, je peux lui mettre un nom. Donc là, j'ai dit que j'ai appelé Hello Algofi 100. Je peux l'appeler comme je veux. Je construis l'image. Donc là, pareil, c'est Docker. L'avantage, c'est que c'est très rapide. Ça met en plus un système de cache. Donc ça build en une dizaine de secondes, on va dire. Le temps d'aller télécharger l'image de base. Et derrière, ça tourne, ça démarre ça dépend de l'application, mais là, elle est tellement simple que ça démarre en quelques secondes. Donc là, je peux construire voilà, une application Docker. Vous voyez, là, ça se base sur le cache. Donc c'est pour ça que c'est très rapide. Et je peux la démarrer en quelques secondes. Donc l'avantage de Docker, c'est que ça tourne pareil sur tous les environnements. Donc sur le poste de développeur de votre voisin, en production, voilà, c'est le principe. Donc là, ça ne marche pas parce qu'il y a déjà une image qui tourne. Donc je peux déjà la stopper. Excusez-moi de cet imprévu. Hop. Bon, c'est censé fonctionner. Alors peut-être qu'elle tourne déjà. Désolé pour laisser un peu des mots. Non, bon, ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas. Je ne vais pas trop insister pour vous faire perdre du temps, mais voilà, l'idée, c'est que ça fait tourner une application. Donc, on expose sur un port. Donc là, c'est le port 18000. Et donc, après, on a une application qui tourne sur le port 18000. Après, on peut voir également les conteneurs qui sont donc là, j'ai pas mal de conteneurs parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent avec. Alors après, vous voyez, c'est très ligne de code, etc. Ceux qui sont moins familiers, il y a plein d'outils qui existent pour être un petit peu moins noyés. Donc là, il y a des espèces d'interfaces graphiques. Donc là, on est censé pouvoir retrouver voilà, ces conteneurs. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Désolé pour la démo ratée, mais voilà, c'est assez populaire. Chose que j'ai un petit peu insisté, je vais passer un peu rapidement dessus, c'est l'image de base. Là, vous voyez, cette première ligne là, en fait, from, ça va chercher donc une image depuis Internet. Donc on va aller voir qu'est-ce que ça va chercher. Voilà, donc ça va chercher sur un site la plupart du temps qui s'appelle Docker Hub. Et donc là, ça référence un ensemble d'images vérifiées, sécurisées, etc. Donc par exemple, si je cherche une image de PHP, j'ai un projet en PHP, je peux récupérer un ensemble d'images. Donc là, il m'explique. Donc là, c'est l'éditeur PHP qui a créé son propre Dockerfile avec un ensemble de versions, de distributions. Il y a tout un ensemble de choix. Vous voyez, je peux choisir la version
ZTL, je ne sais pas si vous voyez la documentation, la version 3.18, la version 3.17, enfin, il y a tout un ensemble de versions. Si je veux une base de données, disons MySQL, qui est assez populaire, pareil, je peux aller récupérer, donc ça c'est automatique, hein, voilà, tout un ensemble d'images. Donc l'avantage, c'est que je peux tester en quelques secondes la version MySQL 5.7.42 ou la version 8.0.33. Voilà, il y a tout un ensemble d'images. Et donc là, on voit la taille de l'image, hein, qui fait 160 mégas. Donc voilà, c'est la taille de. Donc ce que ça contient, en fait, c'est le noyau Linux plus le package MySQL en l'occurrence. Voilà ce que ça contient. Donc ça contient que ça. Et donc voilà, donc je vous invite vraiment à. C'est ça vraiment l'intérêt, c'est qu'il y a tout un écosystème. Je ne sais pas, il y a vraiment tout un écosystème d'images à aller récupérer, donc c'est super intéressant. Voilà, c'est vraiment le cœur d'outil. Et dans les entreprises, on retrouve un peu ce genre de site, mais en interne. Voilà, en fait, les images produites en entreprise sont stockées dans une registry, comme on dit en anglais, interne à l'entreprise. Voici pour l'effet Docker. Est-ce qu'il y a des questions sur Docker? J'étais un petit peu rapide, mais le plus croustillant arrive. Hop. Je vais retrouver ma démo, elle est là. Voilà, donc l'intérêt de Docker, c'est que c'est vraiment un standard, c'est-à-dire que le développeur, quand il développe son conteneur, les versions de Python sont figées, les dépendances sont incluses, donc vraiment, il n'y a pas de surprise voilà, quand le conteneur est déployé en production. Ça paraît peut-être rien pour certains, mais c'est quand même une grande révolution, hein. Voilà, ça fiabilise beaucoup la livraison et la création d'applications. Donc je rappelle, donc pour lancer un conteneur, donc il faut bien sûr installer le programme Docker, hein. C'est un petit fichier installé, donc vous pouvez l'installer sur tous les environnements. Voilà, vous avez un lien, donc tous les CentOS, Fedora, Ubuntu, Windows, Mac, il y a vraiment, voilà, c'est un petit programme. Et derrière, vous créez un Dockerfile, si nécessaire, et vous appliquez les commandes Docker build, run, stop, voilà. Et comme indiqué, vous avez un annuaire des images publiques, libre de droit ou pas. Voilà, donc là, je fais référence à Python. Il y a tout un ensemble de versions disponibles, mais voilà, c'est vraiment la richesse du catalogue. Et il y a des images plus ou moins complexes. Voilà. Mais il y a vraiment beaucoup de choses, notamment pour le développement. Voilà. Alors après, ça se complique quand on commence à gérer plusieurs conteneurs. Typiquement, dans une application traditionnelle, il y a un back-end, il y a un front-end, il y a une base de données, donc ça fait 3 services un petit peu à coordonner. Donc souvent, les développeurs jonglent avec des lignes de commande pour lancer les 3 services, pour les démarrer en même temps, etc. Avec Docker, ça fait quand même beaucoup de manipulation, beaucoup de commandes shell. Du coup, il y a le projet Docker Compose qui est assez populaire dans l'écosystème. Donc je vous ai mis un petit lien. Et Docker Compose, c'est un sous-projet du projet Docker. Et en fait, on va décrire nos conteneurs sous un langage qui s'appelle YAML. C'est un langage déclaratif. Donc en fait, on va déclarer les conteneurs que l'on souhaite. Donc passons à la pratique. Hop. Donc Docker, c'est bien quand on a un conteneur. Docker Compose, c'est bien quand on a plusieurs conteneurs. Donc typiquement dans une application traditionnelle avec du back-end, du front-end, des middleware, etc. Donc en fait, voilà, le cœur de Docker Compose, c'est ce fichier qui est au format YAML, c'est son nom, et en fait, ça décrit simplement. Donc là, en l'occurrence, on va la lancer. Donc on décrit les différents services. Donc il y aura une base de données, database, une petite interface pour administrer sa base de données, donc pgadmin, un produit bien connu du marché, pour pouvoir voir le contenu des bases. Le back-end, donc on appelle API. Donc là, on va voir pour interroger notre base de données via une API REST qui dépend, vous voyez, de la base de données. Enfin, je vais un petit peu détailler sur la syntaxe. Et enfin, un front-end qu'on appelle arbitrairement web. Donc, il y a tout un ensemble de syntaxes où on décrit, voilà, c'est tel conteneur, il a tel nom, c'est telle image, il dépend de tel autre service, il tourne sur tel port, il a besoin de tel volume. Voilà, il y a tout un écosystème, une syntaxe pour décrire ces conteneurs. Donc là, il y en a 4. Vous voyez, donc c'est assez descriptif. Et en lançant une seule commande, on va pouvoir lancer ces 4 conteneurs en parallèle. Donc ça, vous voyez,
la personne qui récupère le projet a juste à lancer une petite commande Docker Compose Up. Donc, c'est met à jour le projet, enfin démarre le projet Docker Compose. Donc vous allez voir, j'ai fait une petite application vraiment basique, mais qui est assez intéressante quand même. Hop, Docker Compose Up, et là, je vais agrandir la fenêtre, mais il démarre. Il démarre, voilà, les quatre conteneurs Docker. Hein, derrière, c'est vraiment les conteneurs Docker qui sont lancés. Et là, notre application démarre. Donc là, on voit des logs. Hein. Donc on voit les logs du service web, du pgadmin, et donc je peux vous faire une petite démo. Voilà, donc le développeur est très à l'aise là-dedans parce qu'il retrouve son site. Donc là, c'est une petite to-do list, comme on dit en informatique. C'est un projet assez basique. Donc là, je dis apprendre à faire du Java. Vous voyez, enfin, c'est une application. J'apprends à faire du Kubernetes. Voilà, c'est une application vraiment toute basique. Et voilà, donc oui, c'est très rapide, c'est très simple à faire. Derrière, je peux aller voir si ça vous intéresse la partie back-end, c'est un autre microservice. Voilà, donc on trouve avec nos deux, ça c'est vraiment ce qui est répondu par la base de données. Donc on voit qu'il y a deux objets, il y a un objet Learn Java et un objet Learn Kubernetes. Et éventuellement, on peut aller voir, ça aussi les développeurs aiment bien, aller voir la base de données. Donc plutôt que d'aller farfouiller avec des lignes de commande, j'ai installé une petite interface graphique au-dessus. Donc qui m'expose directement, on peut l'explorer comme ça, son modèle de données. Donc là, je l'appelais, la base, je l'appelais todo. Et bon, je l'ai un petit peu préconfiguré pour aller rapidement là où je souhaite, à savoir des tables. Elles sont déjà là d'ailleurs. Donc c'est basé sur le framework Django, je ne sais pas si je l'ai précisé, un framework Python très populaire pour faire des applications web notamment. Et donc là, normalement, je vais retrouver voilà, mes deux tâches. Donc là, j'ai vu que j'ai fait une faute d'orthographe, donc je peux même la corriger. Enfin bon, là, c'est vraiment classique pour les développeurs. Mais voilà, je montre un petit peu à tout ce qu'on peut faire avec Docker en quelques clics. Donc là, normalement, si je chèvre, normalement, voilà, ça va se mettre à jour. Ok, non, ça n'a pas dû marcher. Hop, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur Docker Compose? Voilà, donc ça s'est mis à jour. Je peux également jouer avec ça. Voilà, ça se met. Voilà. Bon, c'est une application vraiment traditionnelle que font les développeurs, un côté back-end, un côté front-end et une base de données. Vous voyez. Donc ça, c'est géré avec 4 conteneurs qui sont démarrés avec une seule commande. Voilà, donc là, je vais revenir sur le YAML, hein, parce que le YAML aussi, c'est au cœur de Kubernetes, donc je vais quand même m'y attarder un peu plus. Donc ce fichier YAML, c'est vraiment un langage, c'est pas vraiment un langage de programmation, c'est vraiment un langage descriptif, c'est-à-dire qu'il décrit ce que je veux. C'est-à-dire qu'il veut un contenu d'image, il ne dit pas comment, il dit ce qu'il veut. Par exemple, il veut restart always. Vous voyez, c'est vraiment l'état souhaité. Voilà, c'est un langage déclaratif. On souhaite tel état, on déclare telle variable d'environnement, voilà. Et derrière, il se débrouille pour lancer des choses. Bon, ça vous paraît peut-être un peu abstrait ou compliqué, mais vraiment, c'est vraiment, il y a beaucoup d'exemples sur Internet, etc. Et il faut savoir aussi que la plupart des logiciels qu'on utilise souvent, je pense à Elasticsearch, mais bien d'autres, proposent aussi dans leur guide d'installation des fichiers Docker Compose, etc. pour démarrer un projet. Voilà. Donc, on part rarement de zéro. Et puis la documentation est abondante sur Internet. Donc, on va revenir sur. Oui, vas-y. Ouais, c'est une bonne question. Donc, comment les conteneurs fonctionnent entre eux donc, sur le Compose, c'est assez simple. Par défaut, il y a beaucoup de choses qui sont faites par défaut, mais par défaut, il y a un réseau qui s'appelle Network Default de mémoire qui est créé, mais on peut spécifier ici même, on peut spécifier un network. Vous voyez, il me le propose. Network, et je peux l'appeler To-Do Network. Je peux l'appeler comme je veux. Et après, il faut que je le déclare ici. Mais voilà, je peux créer un network et dire ce network-là, je l'ajoute dans le web et dans la base de données. Voilà, donc je peux déclarer ça. Mais par défaut, c'est les 4 conteneurs fonctionnent ensemble. Voilà. Une très bonne remarque, notamment on verra que c'est Kubernetes. Donc Kubernetes, en fait, ça reprend un peu ce principe-là de fichier déclaratif YAML, sauf que c'est beaucoup plus complexe, on va dire, beaucoup plus précis. Et voilà, on peut vraiment être très fin dans les réglages, notamment au niveau réseau.
Voilà, qui peut communiquer avec qui, sur quel port, etc. Voilà. Voilà, donc Docker Ah, Compose, alors, c'est vraiment oui, vas-y. j'ai pas compris la réponse. Ça veut dire que les containers peuvent communiquer entre eux. Oui, c'est le cas là. Ah, ok, d'accord. On peut Par envoyer des messages défaut, réseau. Ok. là, il y a un réseau qui est créé par Docker Compose qui s'appelle Default Network. Mais on peut ségréguer, on peut ajouter des paramètres supplémentaires, comme j'allais le faire là, networks, en disant que voilà, tel conteneur peut appeler tel network, etc., pour ségréguer les conteneurs. Mais par défaut, tous les conteneurs dans un même fichier Compose communiquent entre eux. Voilà. Si vous avez deux projets Compose, eh ben, ils ne pourront pas communiquer entre eux par défaut. Voilà, c'est vraiment isolé. Là, en fait, on considère que c'est un projet, et donc ces quatre, par défaut, hein, ces quatre services peuvent communiquer entre eux. Alors, moi, j'ai une question. Alors, après, je ne sais pas si, il y a une réponse, hein, mais en voyant la présentation là, je me dis, enfin, vu qu'on a lancé quand même 3 conteneurs sur des OS, ils ont chacun leur OS, j'imagine, alors un OS Debian. Ouais, et Euh, Docker est complètement abstrait. On peut effectivement, l'OS, que ce soit du Debian, du Red Hat, du Fedora, c'est indépendant. Hein. mais niveau mémoire, niveau Ouais, mémoire, quand on lance tout sur une seule machine, non, c'est ça vraiment pose pas forcément léger. de problème parce que du coup, on lance des Euh, applications qui prennent de la mémoire, enfin, sur chaque machine, on lance des applications qui prennent de la mémoire vive. Et du coup, ouais, ah oui, du coup, on est quand même à 4, ouais, bon là, je lance beaucoup de choses, mais bon, il y a des paramètres hein, pour gérer la mémoire, ah, le ok, d'accord. CPU et la Ok, mémoire, ok. mais on le verra mieux sur Kubernetes. C'est une excellente Ah, question, super. Oui, c'est ça. parce que Kubernetes va être capable de tuer un conteneur s'il demande trop de mémoire et de le redémarrer dans la Ah, foulée. Donc c'est ça. En fait, hmm, Kubernetes, c'est vraiment une évolution de Docker Compose, j'ai envie de le dire un peu vulgairement. Mais tout à fait, c'est un très bon point. et Et on peut mettre sinon, une ordre de Docker priorité, par exemple. reste léger. Ah, ok. Même au niveau performance, c'est quasiment pareil hein, qu'en bare metal, j'ai envie de dire. Hmm, ok. Mais il y a plein d'outils pour surveiller la consommation de chaque conteneur. Je ne vais pas montrer là, mais il y a plein de possibilités. Duc, je crois que tu avais une question. Ouais, on peut avoir un espace partagé entre les containers. Pardon. On peut avoir un espace partagé de mémoire. Ouais, tout à fait. C'est un volume là. C'est la partie volume. Donc là, bon, ça vous paraît bizarre, mais là, en gros, on définit deux volumes, un pour Postgre et un pour pgadmin. Donc là, chacun son volume, mais on peut référencer ce volume Postgre dans deux conteneurs. Donc là, en fait, on le voit, c'est la ligne volume. Voilà, c'est ici. Bon, la syntaxe vous paraît peut-être un peu exotique, mais voilà, c'est ici que ça se fait. Quoi. Et en fait, il alloue un dossier éventuellement sur le disque. Comme ça, on peut. Ce qui est intéressant, c'est que la volume, on peut ou pas la garder quand on stoppe le conteneur. Ça, c'est au choix du développeur. Voilà. Donc vraiment, l'intérêt du conteneur aussi, c'est que c'est jetable. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est qu'on peut lancer, faire des trucs, et derrière, on supprime tout, il n'y a plus de traces. Donc voilà, la donnée, les réseaux, tout ça. Donc c'est vraiment aussi ce côté jetable qui est assez pratique. L'autre intérêt, c'est ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est que je passais par exemple la pgadmin 4 à la version 8. On peut en 8.2 et hop, ça démarre automatiquement cette image-là. Je n'ai pas besoin d'aller sur le site, télécharger le binaire, des IP, installer. Voilà, c'est vraiment très léger. Quoi. Tout est déclaratif. Donc comme ça, je peux faire les tests de régression quand il y a une nouvelle version de pgadmin, etc. Il y a également tout un ensemble de logs qui aident beaucoup. Là, ce qu'on peut aussi voir, donc je parlais des gens qui ne sont pas très ligne de commande. Donc il y a plein d'outils hein, qui permettent de voir ça. Donc là, on voit mon Docker Compose qui s'appelle Django To Do avec mes 4 conteneurs. Et dedans, je peux aller explorer. Donc je vais explorer la partie web, par exemple, et donc là, je retrouve tous mes fichiers de mon conteneur. Donc c'est une image Linux avec des fichiers par défaut. Donc voilà. Et autre chose que je peux faire qui est assez intéressante, c'est que je peux rentrer dedans. Je peux interroger mon conteneur. Donc c'est comme un ordinateur que je vais interroger à distance avec Shell. Donc là, je peux faire un petit ls. Voilà. Donc là, je vois mes fichiers statiques. Donc je retrouve mes fichiers de mon code en fait. Voilà, je peux voir la version de Python. Enfin voilà, je peux vraiment des fois, voilà, ça peut être dépanné. Mais il y a vraiment tout un ensemble de commandes qu'on peut lancer dans le conteneur pour l'interroger. Il n'y a pas Python, mais voilà. Donc là, c'est plutôt du Node.js. Mais voilà, donc c'est aussi intéressant
pour débugger. Donc, c'est vraiment voilà, 4 micro-conteneurs, donc 4 machines virtuelles légères qui tournent dans mon ordinateur. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, je peux également, j'imagine, les stopper voilà, directement. Là, je peux stopper un conteneur sur les 4. Voilà, ils ont chacun aussi un cycle de vie, etc. Et dès que je change, si je change ce fichier, n'importe quelle ligne, eh ben, il va automatiquement faire la différence et appliquer éventuellement les changements. Voilà, donc c'est quand même assez efficace, quoi. C'est assez optimisé. Voilà. Il y a beaucoup de cache, de logique qui permettent de gagner beaucoup de temps. Donc c'est long en fait au premier lancement parce qu'il va télécharger sans doute beaucoup de choses depuis Internet ou depuis d'autres sites, mais derrière, quand on le lance les fois suivantes, c'est assez rapide. Donc gardez un peu cet Et c'est esprit de toujours, fichier. Oui, vas-y. oui, c'est toujours un service par conteneur en fait. Tu peux pas avoir un Ouais, conteneur tout à qui fait. contient C'est plusieurs un services. process par conteneur. C'est une bonne pratique, effectivement. Ça limite, ça permet de. Voilà. Un conteneur, un process. Donc un process Java, un process Python, voilà, chacun. Voilà. Donc effectivement, le conteneur s'approche assez proche, se marie bien avec le modèle du microservice. Voilà. Ouais, effectivement, on peut le faire d'ailleurs, on peut le voir ici. Si je fais un PS AUX de mémoire, voilà, donc là il y a un process. Il y a très peu de choses, quoi. On retrouve juste une process node. Voilà. Là, une chose qu'on pourrait dire ici sur Docker, mais je ne vais pas rentrer dedans, c'est qu'il y a aussi sur Docker, ce qu'on lui reproche, c'est des fois des problèmes de permission. Donc là, il tourne en route. Donc là, il y a ici des questions sur le fait de pouvoir, si une image Docker est malicieuse, de pouvoir prendre la main sur la machine hot. Enfin, il y a des problématiques, mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Mais quand même, voilà, intéressez-vous à Docker Compose. C'est pas mal intéressant. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Notamment pour les nouveaux arrivants, ils ont juste à récupérer le Docker Compose, ils font Docker Compose up, hop, ça va télécharger les bonnes choses et l'application démarre toute seule. Voilà. Ouais. Quelque chose qui derrière qui Ouais. Alors là, effectivement, il peut effectivement, il peut tomber pour plusieurs raisons, dépassement de mémoire ou une logique ou pas. Donc il y a une consigne restart qui est always. Donc là, il va tout le temps essayer de redémarrer. Voilà. Donc c'est censé redémarrer tout le temps. Sur Kubernetes, le concept est beaucoup plus avancé. Il peut redémarrer jusqu'à 3 échecs, etc. Enfin, il y a toute une politique très très souple. Voilà. Mais tout est effectivement. D'ailleurs, Kubernetes va essayer au maximum par défaut, de redémarrer vos services. Là, ce qui est important, c'est qu'il va, voilà, Docker Compose va toujours essayer d'appliquer ce que vous lui dites. Donc, si vous tuez un conteneur, eh ben, il va essayer de le recréer automatiquement. Si vous supprimez si vous supprimez un volume, il va le recréer. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment, ça c'est l'état qui souhaite accéder. C'est l'état souhaité. Donc, quand vous allez rejouer ce Docker Compose, il va réappliquer pour obtenir cet état-là. Donc là, on s'approche de plus en plus du concept de Kubernetes. Et Kubernetes, comme j'explique, c'est un peu Docker Compose sur stéroïdes. C'est-à-dire que c'est cette même logique, mais avec beaucoup plus de granularité et de puissance. D'ailleurs, donc il faut bien être conscient de cela. Donc si je reprends un peu ma présentation, donc là j'étais PGadmin. Très bonne étude PGadmin, d'ailleurs je vous recommande. Tac, les images Docker, Python, voilà. Donc, comme j'ai indiqué, donc Docker Compose avec le langage déclaratif YAML. Le langage YAML, de toute façon, qui est maintenant un incontournable dans le monde DevOps en particulier, mais c'est vraiment le langage qui permet de déclarer la configuration de beaucoup de choses. Alors, Kubernetes, nous y voilà. Donc, je trouve cette définition, c'est une plateforme qui permet d'automatiser le déploiement, la montée en charge et la mise en œuvre de conteneurs. Donc, il faut savoir qu'à la création de Docker, il y a eu plusieurs solutions qui ont un peu émergé, voilà, donc il y a une espèce de guerre des orchestrateurs. Donc, Kubernetes fait partie, je pense à Docker Swarm, etc. Et au final, c'est quand même Kubernetes qui a réussi à s'imposer de facto. Voilà, donc il y a d'autres solutions, hein, mais c'est quand même Kubernetes qui est majoritaire dans cette guerre des orchestrateurs. Parce qu'on dit également que Kubernetes est un orchestrateur de conteneurs, un peu comme un chef d'orchestre. Donc d'où vient Kubernetes? Donc ça vient de chez Google.
voilà, qui ont un projet qui s'appelait Borg, qui était chez eux depuis une vingtaine d'années et qui ont décidé de le mettre open source en 2014. Alors, je reviens sur le mot open source, qui est souvent un peu le galvaudé. Donc, en anglais, on va dire source ouverte, c'est-à-dire que n'importe qui peut vraiment consulter, modifier, proposer du code. Donc là, j'ai mis un lien direct. Donc, si vous voulez voir comment c'est fait Kubernetes, vous tombez donc sur le projet GitHub. Et donc là, vous avez tous les fichiers, tout le code source de Kubernetes. Donc là, je navigue vraiment au hasard. Donc, vous avez voilà, des fichiers SH, des fichiers. Donc, c'est écrit en Go pour information. Et il y a vraiment, voilà, vous pouvez d'ailleurs soumettre, enfin, je ne vais pas présenter GitHub, mais vous pouvez soumettre des problèmes, vous pouvez soumettre des améliorations de code, contribuer à la documentation. Enfin, vraiment, c'est vraiment ouvert. Il faut savoir que tous les acteurs de l'informatique travaillent dessus, Microsoft, Red Hat, Google, Amazon. Voilà, c'est vraiment, voilà, donc il y a vraiment toutes les sources, hein, vous pouvez consulter. Donc là, j'essaie de trouver un fichier Go, par exemple, qui peut-être paraîtra peut-être un peu plus familier. Donc Go, si je prends quel fichier, je prends n'importe quoi. Enfin bon, il y a vraiment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a tout le, voilà, vous pouvez voir, voilà, le fichier source. Donc, si vous voulez, vous pouvez le suggérer, vous pouvez le lire. Donc, ça permet aussi pas mal de transparence. Et vous pouvez le commenter, etc. Et la documentation de Kubernetes est aussi très bien faite. Vous pouvez voir aussi voilà, les mises à jour, etc. Vous pouvez récupérer le source code directement ici si vous voulez. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment open source, c'est ça. C'est vraiment ouverture. Donc, il y a vraiment ce côté aussi ouverture, notamment avec la création de la Cloud Native Computing Foundation, qui est, je pense, qui s'est créé un peu dans la foulée, vers 2014, qui regroupe donc un éventail de projets qui se dit Cloud Native. Donc, bon, c'est un terme qui vaut ce qu'il vaut, mais voilà, qui regroupe l'ensemble des technologies autour du cloud, donc Kubernetes et bien sûr l'ambassadeur principal. Donc là, il y a environ 200 projets voilà, qui sont gérés autour de Docker principalement. Donc voilà, je vous les passe rapidement, mais voilà, c'est un peu l'institution. Ça permet d'ailleurs d'éviter que Kubernetes soit aux mains d'une seule entreprise. Donc là, c'est vraiment, il y a un collège de plusieurs membres, hein, dont les grandes entreprises font partie, mais voilà, c'est vraiment d'avoir cette gouvernance de Docker partagée et de Kubernetes partagée, excusez-moi, et voilà, de fonctionner en bonne intelligence, sachant que les principaux contributeurs restent quand même Google, Red Hat, Amazon, etc. Voilà, c'est des petites questions sur l'historique rapide. Alors, Kubernetes, c'est un mot qui est étrange. Donc ça vient du grec. Ça signifie timonier, pilote, d'où cette icône en forme de gouvernail. Et vous verrez qu'il y a pas mal aussi de logiciels dans l'écosystème Kubernetes qui reprennent cet univers. Donc, soit c'est des bateaux, des voiles, etc. Donc, c'est tout cet univers marin voilà, qui associe Kubernetes. Et vu que le mot est assez long, vous le retrouverez souvent aussi abrégé en K-vitesse dans la littérature. Donc, le 8, ça correspond au nombre de lettres entre le K et le S. Donc, si vous comptez, normalement, il y a 8 lettres là. Hop. Ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup en informatique. Voilà. Voilà pour la signification du mot Kubernetes. Donc, Kubernetes, il y a beaucoup d'avantages. Donc, c'est ouvert, le développement, comme je l'ai montré avec Docker Hub. C'est les principes de haute disponibilité, de tolérance aux pannes, portabilité, c'est-à-dire que votre développement, en gros, vos fichiers YAML, ils fonctionneront de même manière chez AWS que chez Google, que sur votre PC. Voilà, donc il y a cette notion de portabilité qui est très intéressante. La sécurité aussi est vraiment au cœur de Kubernetes. Et ça permet aussi de normaliser les développements, c'est-à-dire que si vous avez des équipes qui développent en Java, d'autres en PHP, d'autres en Python, etc., le fait de faire des conteneurs et de d'écrire tous ces conteneurs d'une seule manière permet à l'équipe de production, etc., enfin, il y a beaucoup d'avantages voilà, de gérer son parc d'applications de manière homogène. Alors que sinon, des fois, c'est un petit peu chacun fait comme il veut et c'est compliqué. Voilà. Bon, il y a plein d'autres avantages hein, que j'oublie, mais voilà, c'est une solution qui est quand même vraiment intéressante dans le milieu du conteneur, qui est quasiment incontournable maintenant. Il faut être clair. Mais attention quand même, ça reste un projet qui est jeune. Donc, j'ai dit 2014. Donc, tout n'est pas encore là. Il y a encore des choses qui sont pas prêtes, qui sont en version alpha, etc. Mais l'écosystème est dynamique. Hein, c'est un des projets les plus dynamiques dans la communauté open source.
Les gros acteurs y croient, mettent de l'argent dedans. Voilà, il y a des gens à plein temps qui développent Kubernetes. Ce qu'on lui reproche beaucoup, c'est sa complexité, qui est en fait plutôt qui est très complet. Il y a beaucoup d'aspects. Donc on a un petit peu évoqué l'aspect réseau, l'aspect en cas de problème, de fight, si un conteneur échoue, qu'est-ce qui se passe, quel conteneur peut communiquer avec quel conteneur, sur quel port, sur quel. Voilà, il y a beaucoup de choses complexes, complètes plutôt. Donc c'est ce qui un petit peu rebute. Voilà, la marge d'entrée est peut-être un petit peu haute. Et l'autre inconvénient, c'est qu'il y a quand même un manque un peu d'expertise dans les entreprises. Ouais, ça manque encore d'experts vu la jeunesse du projet. Et bien d'autres, mais nul n'est parfait. Donc, alors une architecture ultra succincte parce que c'est quand même un gros mastodonte. Donc ça se divise en deux. Donc il y a une partie master, avec des composants, voilà, et une partie des nœuds. En fait, Kubernetes, le maître, dispatch des conteneurs dans différents nœuds. Donc des nœuds, c'est des machines. Vous pouvez ajouter 1, 2, 10, 100 machines. Selon ce que vous avez besoin. Et derrière, Kubernetes, selon des règles que vous lui avez données, va dispatcher des conteneurs selon le type de machine, la puissance de la machine, l'activité de la machine, etc. Donc il y a des petits composants qui sont un petit peu connus, que j'ai quand même cité. etcd, c'est un petit peu la base de données qui contient un petit peu l'état du cluster. En fait, le développeur, vous allez voir, il interagit avec Kubernetes via une API REST, mais en fait, plutôt plus communément par un petit outil qu'on appelle kubectl, un petit outil dans le terminal. Voilà, un petit voilà. Et après, il y a un ensemble d'objets, notamment le kubeproxy, etc., qui permettent de communiquer avec donc, le master. Et derrière, vraiment, les conteneurs sont dans des pods. Donc, en fait, un pod, c'est une petite couche au-dessus du conteneur. Donc, en gros, on pourrait dire qu'un pod, c'est un conteneur. Voilà, donc après, il y a plein de règles qui disent qui peut communiquer avec qui. L'autre chose intéressante avec Kubernetes, c'est qu'il y a pas mal de niveaux de hiérarchie. Donc, il y a une notion de cluster, de namespace, de pod, etc. Donc, ça permet de bien découper son cluster. Voilà. Bon, c'est vraiment succinct. Il y a vraiment, beaucoup de choses à dire, mais je préfère passer un peu à la suite. Donc, voilà. Donc, comme Docker Compose, ça se base à partir de fichiers YAML. Sauf que là, on va découper chaque objet de manière bien séparée. Donc, on va un peu jongler avec les fichiers YAML. Donc là, c'est un exemple que j'ai pris sur Internet. Là, c'est un objet qu'on appelle déploiement. Donc voilà, ça, c'est typiquement Kubernetes quand vous avez API version et kind. Donc kind, c'est le type d'objet qu'on va déployer parce que Kubernetes, il y a plein de types d'objets. Je pense qu'il y a des configurations, il y a des secrets, il y a des réseaux, il y a des déploiements, il y a des services. Il y en a une trentaine d'objets différents. Donc c'est cette ligne qui est fait fois. Et derrière, il y a différentes filtres, etc. pour appliquer ou démarrer des conteneurs. Je vais vous montrer ça. Rassurez-vous, il y a une démonstration. Voilà, bon, on y va. Je vais lancer. Non, donc en fait, voilà. Donc il y a un petit outil pour interagir avec kubectl, avec Kubernetes, qui s'appelle kubecontroller. Donc en fait, c'est l'outil, la ligne de commande que les gens tapent souvent. Donc là, j'ai pris une commande au hasard. Donc là, c'est pour interroger le nombre de pods. Donc là, le nombre de pods, vous savez, c'est un petit peu le nombre de conteneurs. Donc là, si je tape ça, vous voyez, c'est pas très sorcier. Voilà, ça me sort le nombre de. Parce que là, j'ai un cluster qui tourne. J'ai un cluster qui tourne sur ma machine. Donc voilà, vous voyez, ça, c'est le nombre de pods qui tournent. Donc c'est peu lisible. Mais les développeurs utilisent beaucoup ça pour interagir avec le cluster. Moi, je vais plutôt vous montrer un outil graphique qui est plus. Bon, là, j'ai pris Lens, mais c'est plus connu. Mais il y en a pas mal. Il y a pas mal d'outils graphiques qui rendent Kubernetes un peu moins abrupt. Mais sachez que quand même l'outil de base, c'est quand même kubectl, c'est vraiment l'outil de base. Et je vais vous montrer à quoi ressemblent les fichiers YAML. Donc si je reviens dans mon projet, donc j'essaie de transformer cette application Django depuis Docker Compose vers Kubernetes. C'est en cours de chantier. Alors je vais vous d'abord montrer les fichiers de Kubernetes, si je les voilà, kvts démo. Donc en fait, c'est un ensemble de fichiers YAML. Voilà, donc il y en a une quinzaine là, mais on pourrait les fusionner, mais sinon ça reste illisible.
Mais si je prends Web Service, par exemple, donc là, c'est la partie front-end, voilà, donc on retrouve cette notion de fichier YAML qui décrit ce que je veux avec donc le kind, donc là, c'est un service. Et là, j'exprime un port. Voilà, ça ressemble beaucoup à Docker Compose, mais en plus verbeux, on va dire. Donc voilà, j'ai été assez succinct, mais il y a vraiment plein d'options possibles. Une autre chose que je peux montrer, par exemple, c'est API Service. Donc là, on retrouve à peu près la même syntaxe. Voilà. API Deployment, donc là, c'est un déploiement. Donc là, c'est un autre type d'objet. C'est ça aussi qui est un peu compliqué, c'est que quel objet fait quoi. Voilà, donc là, j'ai besoin d'un réplica. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une seule instance de ce conteneur qui va être lancé, mais je peux en mettre 100. Donc, c'est-à-dire que là, il va y avoir 100 conteneurs qui seront lancés. Donc, ça permet de répartir la charge. Là, je spécifie mon image Docker. Donc là, je vais la chercher en local. C'est pour ça qu'il y a ce petit préfixe, mais c'est l'image To-Do API que j'utilise en Docker Compose. Ça ouvre des ports. Il y a des variables d'environnement. Donc là, je fais le lien avec ma base de données. Et donc là, il y a quelqu'un qui parlait de ressources. Voilà, donc sur Kubernetes, c'est beaucoup plus explicite. Donc là, on lui alloue 300 mégaoctets de mémoire et 200 millicores. C'est compliqué. En gros, 20% de l'activité d'un CPU. Et en limite, je lui mets 500 mégaoctets et la moitié d'un CPU virtuel. C'est-à-dire que si le conteneur consomme plus, Kubernetes va l'arrêter et le redémarrer, peut-être sur un autre nœud, etc. Voilà. Et il va aussi se baser sur ces règles de ressources pour allouer tel conteneur sur tel nœud. Si un conteneur demande beaucoup de ressources, bah, il va regarder si le nœud peut accepter cette ressource pour le dispatcher sur ce nœud. Voilà, donc il y a beaucoup de règles d'intelligence. Et là, on parlait de restart policy. Donc là, c'est always. Donc là, il va toujours essayer de redémarrer, mais on peut également lui dire uniquement après des 3 échecs ou jamais. Voilà, il y a tout un ensemble de. Voilà, c'est très puissant. Il y a beaucoup d'options possibles. C'est ce qui fait un peu peur, etc. À tous ceux qui s'y frottent. Alors, pour rendre ça un peu plus humain, donc il y a pas mal d'outils graphiques qui existent. Donc là, j'ai utilisé Lens, qui est assez connu, comme je disais. Donc là, on retrouve cette notion de pod. Donc je rappelle, un pod, un conteneur. Donc là, si je prends la partie backend, donc l'API, vous voyez bien là, ouais, donc il y a tout un ensemble de propriétés qui sont, voilà, qui sont définies. Donc on retrouve la notion de port, d'image, de statut, de variable d'environnement ici, de volume, parce qu'on peut effectivement définir des volumes. Là, j'ai également mis un scanner de vulnérabilité sur mon image Docker. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses possibles. On peut également voir la source YAML, donc un peu l'état déclaratif du pod en l'occurrence. Donc là, voilà, c'est ça, c'est tout ce qui est. Je peux le modifier à chaud si je veux, et Kubernetes va le réappliquer, mais c'est tout l'état toutes les propriétés qui sont appliquées. Vous voyez, c'est un peu verbeux, mais ça fait son charme. C'est Kubernetes pour l'instant, ça reste assez verbeux. D'autres objets que j'ai un peu parlé rapidement, c'est les déploiements. Donc là, il y a 4 déploiements. On retrouve un peu les 4 services du Docker Compose. D'autres objets plus complexes, des daemon sets, des stateful sets. Voilà, ça explique un peu la richesse de Kubernetes. On peut également prévoir des traitements qui se lancent à des horaires déterminés. Donc tous les matins à 5h du matin, je peux lancer un conteneur. Voilà. C'est plutôt la partie cron job où je peux lancer un traitement à la demande. Voilà. Donc il y a également une partie réseau que je vais survoler. Donc des services, des ingresses, voilà, c'est le plus connu. Une partie stockage qui est encore un petit peu compliqué sur Kubernetes, mais on peut définir des volumes. Donc là, j'ai défini un volume PGAdmin auquel j'ai donné 100 mégaoctets. Voilà, donc là, on peut pareil, si je change, je peux allouer une taille différente, etc. Il y a des problématiques aussi de stockage distribué, etc. Stockage sur. Enfin, il y a plein de choses possibles. Une autre chose intéressante à noter, c'est les secrets aussi. Il y a toute une notion de secret dans Kubernetes et de configuration. Voilà. Voilà, c'est un peu la partie un peu dure à avaler. C'est toute cette complexité qui saute aux yeux. Voilà. Désolé pour cela. Donc revenons un petit peu dans la présentation. Donc j'ai parlé un peu de kubectl, donc l'outil pour interagir avec le cluster Kube. Sinon, vous utilisez un outil graphique comme Lens qui vous rend les choses plus simples. J'ai pas fait de démonstration effectivement. Par exemple, si je peux supprimer un conteneur, donc si je supprime un conteneur,
forcément, eh ben, il va essayer de le redémarrer. Vous voyez, donc là, il a redémarré automatiquement le conteneur parce que je lui ai demandé de redémarrer à chaque fois. Donc ça, c'est voilà, c'est un exemple. Donc là, j'ai aussi le nombre de restarts. Voilà, j'ai plein de choses et son statut. Voilà, je peux en parler des heures, mais le temps presse. Pour créer un cluster Kubernetes, donc vous pouvez le commander chez un cloud provider public, hein, la plupart le proposent. Hein. Donc nous, on est, je prends Azure. Hein. Donc là, vous pouvez commander un service Azure prêt à l'emploi, c'est gratuit, etc. Sinon, en entreprise, on rencontre aussi beaucoup OpenShift, qui est assez populaire, Ranger. Voilà, c'est d'autres solutions qu'on peut installer plutôt dans le cloud privé en interne. Mais sinon, là, les trois gros sont très populaires. Attention juste à la facturation. En tant que développeur, donc si vous voulez travailler uniquement en local, moi c'est mon cas, vous avez plein de solutions pour installer Kubernetes en 2 lignes de commande. Donc moi j'ai installé Kine, mais voici les 4 plus connus. Donc moi actuellement c'est un Kine qui tourne sur mon ordinateur. Donc c'est quand même assez léger. Voilà, c'est l'avantage, c'est que vous développez vos fichiers YAML en local et vous pouvez les pousser sur les clusters Kubernetes de ces cloud providers. Une autre chose que j'ai envie de mentionner aussi, c'est que pareil que Docker Hub, il y a une notion d'annuaire de solutions, de produits prêts à l'emploi. Donc si vous voulez installer Elasticsearch, donc un moteur de recherche open source qui est assez connu, vous avez donc des fichiers YAML prêts à l'emploi que vous pouvez installer en 2 lignes de commande. Donc en l'occurrence, elles sont là. Donc là, j'installe un repo Elastic. On va peut-être essayer de le faire en direct, hein, on va voir ce que ça donne. Et vous pouvez, avec l'autre commande, installer donc oui, j'ai déjà installé, et vous pouvez installer, donc déployer un Elasticsearch en une ligne de commande. Donc en fait, il va récupérer une trentaine de fichiers YAML, les appliquer. Donc vous pouvez bien sûr configurer avec des lignes de commande, etc. Mais vous avez voilà, en quelques secondes un service Elasticsearch disponible dans votre cluster Kubernetes. Donc voilà, donc il y a aussi tout un écosystème. Donc ce qu'il faut retenir, c'est la notion de Mchart. Donc ça, c'est un peu le catalogue de tous les produits, déjà prépackagés sous forme pour Kubernetes. Et donc là, si je reviens dans ma notion de Mchart, donc là, vous voyez, là, il vient d'appliquer mes 3 conteneurs élastiques, parce qu'il a décidé d'en mettre 3 par défaut, donc 3 pods. Donc là, ça permet d'assurer, de répartir la charge sur ces 3 pods, mais là, il est en train de les démarrer. Il est en train de récupérer l'image Docker sur Internet et il est en train de les démarrer. Donc il y a aussi une notion il y a des logs, il y a tout ce qu'il faut, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et puis, bien sûr, je peux voir mes Mchart, hein, c'est le nom un peu barbare, mais de cet outil prêt à l'emploi. Donc là, on voit que j'ai appliqué un Elasticsearch en version 8.5.1 et je peux le supprimer ou le mettre à jour en quelques clics. Voilà, donc il n'y a pas obligé en gros, d'écrire des fichiers YAML pour utiliser Kubernetes. Vous pouvez directement récupérer des produits sous forme de Helm-chart. Et vous-même, vous pouvez proposer vos propres produits sous forme de Helm-chart. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Juste pour ceux qui veulent aller plus loin, je pense à ces 3 concepts qui sont assez forts. Donc le principe de GitOps, où là, Kubernetes est au cœur du cycle de développement, notamment le logiciel Argo CD qui est assez populaire. La notion de service mesh aussi avec le logiciel Istio. Donc là, c'est quand certains évoquaient la question de communication entre conteneurs, entre pods. Donc là, intéressez-vous à cette notion de service mesh. Là, vous pouvez filtrer ou pas quel conteneur peut communiquer avec tel conteneur. Il y a aussi une notion de monitoring, etc. Et enfin, on peut installer des opérateurs dans Kubernetes pour faire des choses plus avancées, notamment vous connecter à des providers tiers. Voilà, donc quelques idées pour aller plus loin. Si vous voulez en savoir plus, il y a le site officiel Kubernetes qui est disponible en anglais et en français, qui est vraiment très bien fait. Là, vous pouvez changer la langue si vous voulez. Il y a plein de choses. Il y a plein de documentation, il y a un blog, il y a des tutoriels, il y a vraiment tout ce qu'il faut.
Vous pouvez commander, comme je l'ai montré, une instance dans Azure gratuitement, période d'essai. Il y a plein de ressources en ligne, donc j'en ai mis 2, Pluralsight, Udemy. La littérature est vraiment abondante sur le sujet. Il y a des vidéos, des articles de blog, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et ceux qui veulent aller plus loin, il y a également des certifications qui sont organisées par la Fondation Linux. Donc, selon le degré d'implication que vous voulez dans Kubernetes, mais ils font aussi des formations, mais il y a tout ce qu'il faut pour se former. Alors, petite conclusion rapide. Donc, j'ai parlé beaucoup de conteneurs parce qu'effectivement, les conteneurs sont vraiment omniprésents maintenant. Tous les développeurs, maintenant, j'imagine, touchent de près ou de loin à des conteneurs. En production, quand le nombre de conteneurs devient trop important ou il est problématique de performance, de haute disponibilité sont prépondérantes, on retrouve du Kubernetes. Voilà. Attention cependant, Kubernetes, ça reste encore jeune, c'est lourd, donc ne pas mettre du Kubernetes partout sous l'effet de la mode. Voilà ma petite conclusion personnelle.